dirigeants. Et on voit maintenant en paragraphe 2 la définition statutaire des pouvoirs du dirigeant. Dans quelle mesure les statuts ont-ils la possibilité de définir les pouvoirs qui sont donnés aux dirigeants d'une société? Alors déjà, il faut dire que le rôle qui est donné au statut, il est plus ou moins grand en fonction Donc, rôle des statuts plus ou moins grand en fonction des types de sociétés concernées. Il y a une société en particulier dont on sait qu'elle donne une large part au statut s'agissant de définir les pouvoirs des dirigeants. C'est quelle société ? La réponse pourrait venir de personnes extérieures à l'amphithéâtre, mais vous n'allez pas vous laisser damer le pion par des gens qui ne sont même pas là. Oui, la SAS. Bravo, donc là, avantage au physique. Voilà, donc versus le virtuel. On pourrait faire des concours comme ça. En tous les cas, donc la SAS, effectivement, on a un article L227-5 qui dit « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Ça veut dire que ce sont les statuts de la SAS qui définissent quels sont les pouvoirs des dirigeants et avant ça, qui définissent quels sont même les organes de direction. Donc, à part la loi qui nous dit qu'il faut que la SAS ait un président et qui nous parle aussi des directeurs et des directeurs généraux délégués, ce sont les statuts de la SAS qui vont décider si la SAS a par exemple un conseil d'administration et si elle en a un, de quels sont les pouvoirs qui lui sont accordés. Bien. Donc, rôle variable donné au statut suivant les formes de société. Dans les sociétés anonymes, par exemple, le rôle des statuts est moins important parce que la loi a mis en place une organisation légale à laquelle on peut moins apporter de modifications que dans la SAS. Bien. Question qui se pose quand même, c'est est-ce que les statuts peuvent limiter les pouvoirs des dirigeants par rapport à ce que la loi a défini? Et on a une phrase qui revient assez fréquemment, vous l'avez même dans la SAS, les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Et si je prends par exemple l'article sur la SARL, l'article sur les pouvoirs du gérant de la SARL, qui est le long article L223-18, on me dit « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ». Donc c'est quelque chose qu'on a assez fréquemment, que l'on nous dise que les limitations statutaires aux pouvoirs légaux des dirigeants sont inopposables aux tiers. Ça veut dire quoi, le fait que ces limitations sont inopposables aux tiers? Essayons de réfléchir ensemble à... Est-ce que ça veut dire qu'elles sont absolument sans effet, ces limitations statutaires? Je vous donne un exemple concret. On est dans une société où la loi autorise le gérant à faire tous les actes de disposition, donc il peut vendre tous les biens, ou il peut acheter des biens pour le compte de la société. Et on a les statuts qui ont ajouté que, attention, non, quand même, les actes d'un montant supérieur, les actes qui ont un objet d'un montant supérieur à 50 000 €, nous, on n'a pas envie, nous les associés, que notre dirigeant les fasse comme ça, sans notre autorisation. Et donc, on va avoir écrit dans les statuts que quand l'acte implique un objet d'un montant supérieur à 50 000 €, il faut une autorisation des associés. On a peut-être même écrit « Le gérant ne fera valablement ses actes que s'il a obtenu préalablement l'autorisation des associés ». Quel effet ça a? Je suis un tiers, je vends à la société pour 300 000 € de marchandises en un seul acte. Est-ce que la société peut venir me dire que, désolé, la société ne paiera pas et vous allez venir reprendre vos marchandises parce que, figurez-vous, il fallait
une décision des associés. Et vous pouviez très bien le savoir, puisqu'il vous suffisait de payer quelques, je ne sais pas combien c'est exactement, mais 25 ou 28 euros, quelque chose comme ça, pour avoir sur un des sites qui vous donne accès aujourd'hui encore de manière payante, en attendant que cela devienne gratuit par la mise à disposition de ces données par l'INPI. C'était un des apports de la loi Macron. Pour le moment, vous avez accès en payant, mais vous pourriez aller chercher les documents, et dans ce cas-là, ça coûterait moins cher au registre du commerce et des sociétés. Vous avez accès au statut de la société, donc vous pouviez très bien voir qu'il fallait une autorisation des associés au vu du montant de l'acte. Est-ce qu'on doit aller chercher nos marchandises ou est-ce qu'on peut quand même espérer obtenir nos 300 000 euros ? J'ai vu passer déjà une réponse, mais voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Alors, voilà, exactement. Si c'est inopposable au tiers, ça veut dire que pour le tiers, eh bien, on ne peut pas lui opposer la clause, donc pour lui, la société est valablement engagée, mais inopposable au tiers, ça ne veut pas dire totalement dépourvu d'effet, ça veut dire que, déjà, la société, une fois qu'elle aura payé les 300 000 euros, va pouvoir reprocher à son gérant de ne pas avoir respecté la clause des statuts qui limitait ses pouvoirs. Donc déjà, c'est un cas d'engagement de la responsabilité du dirigeant. On verra d'ici peu, quand on parlera de la responsabilité des dirigeants, que ne pas respecter les statuts, notamment lorsque les statuts limitent les pouvoirs du dirigeant, c'est un cas d'engagement de la responsabilité du dirigeant. Ça, c'est un point important. Inopposable au tiers, ça veut dire quand même que c'est opposable à qui ? À part dire que c'est un cas d'engagement de la responsabilité du dirigeant. Les tiers, c'est une catégorie qu'on oppose à qui généralement ? Aux parties, c'est vrai, en droit des contrats, mais dans le contrat de société plus particulièrement. Aux associés. Donc, si c'est un associé qui achète ou qui vend, dans mon exemple, à la société pour 300 000 euros de marchandises, comme la clause limitant les pouvoirs du dirigeant est inopposable au tiers, elle doit être à contrario opposable aux associés, et de ce fait, pour un associé, le dirigeant n'engagerait sans doute pas valablement la société. Et puis on peut encore extraire quelque chose de inopposable au tiers, si vous l'interprétez a contrario. Je vois que c'est jusqu'au Vietnam que notre cours est suivi. Voilà, si vous l'interprétez a contrario, qu'est-ce que vous en retirez de cette formule inopposable au tiers ? On a déjà utilisé tiers qu'on oppose à associé. Ça, on l'a déjà dit. Inopposable au tiers, a contrario, opposable aux associés. Mais il y a un autre a contrario qu'on peut faire, oui ? On ne peut pas l'opposer au tiers. Les tiers, vous dites, ne peuvent pas l'invoquer. Les tiers ne peuvent pas invoquer l'inopposabilité. C'est compliqué. Alors, quelqu'un parmi vous, mais qui, bien que présente physiquement, je vois, nous écrit ici que toutes les autres clauses peuvent être opposées au tiers. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait en déduire. Si on me dit les limitations statutaires des pouvoirs légaux des dirigeants sont inopposables au tiers, on pourrait dire, mais à contrario, d'autres clauses, elles, sont opposables au tiers. C'est vrai, mais ce n'est pas ça ici que je voudrais vous faire produire comme raisonnement. Les tiers ne pourront pas s'appuyer sur un statut pour faire valoir la nullité d'une vente, par exemple. Et pourquoi vous dites non ?
Vous dites que les tiers ne pourront pas s'appuyer sur les statuts pour invoquer la nullité d'une vente. Ben si on me dit ces clauses sont inopposables aux tiers, est-ce que les tiers peuvent les invoquer? Ben oui, on ne peut pas leur opposer, mais eux doivent pouvoir les invoquer. Et donc, il doit être possible pour un tiers de dire à la société « Je suis désolé, mais je me rends compte que vous n'aviez pas, votre dirigeant, n'avait pas les pouvoirs pour accomplir valablement l'acte qu'il vient de faire. Si moi, je signe avec la société un contrat par lequel je lui livre pour 300 000 € de marchandises, et que je me rends compte après coup que la société a signé un contrat pour lequel il fallait une autorisation des associés, de par les statuts de la société, et que, voilà, vous dites elles sont opposables par les tiers, enfin on dira plutôt elles sont invocables par les tiers, mais oui, elles sont opposables à la société par les tiers. L'idée, c'est bien ça, c'est que les tiers pourraient prendre les statuts et commencer à contester la validité des actes faits par la société, parce que ces actes ne respectent pas la lettre des statuts. C'est vrai qu'on peut déduire ça de la formule inopposable aux tiers, donc à contrario, invocable par les tiers. Alors, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, cette possibilité que les tiers aillent prendre les statuts pour commencer à contester les actes faits par les dirigeants en leur reprochant de ne pas avoir respecté précisément les limitations statutaires. C'est intéressant, c'est quand même assez dangereux pour la société parce que si on va par là, il y a beaucoup de cas dans lesquels il peut arriver qu'une société ne respecte pas ses propres statuts. En pratique, il peut arriver que la société, par exemple, vous avez écrit dans les statuts qu'il faut l'autorisation des associés pour licencier un cadre de la société, un salarié, un cadre salarié de la société. On s'est dit que se séparer d'un salarié important, c'est un acte qui est un acte que le dirigeant ne devrait pas pouvoir faire seul. Et donc, on va écrire dans les statuts que, pour faire ça, eh bien, il faut une autorisation des associés. Vous avez un cadre qui se révèle insupportable, le garder dans la société, c'est très dangereux, peut-être même qu'il est en train de commencer une activité concurrente en utilisant des données de la société. Bref, il y a un danger pour la société, il faut se débarrasser de cette personne au plus vite. On est les associés, on dit à notre gérant ou à notre dirigeant, vous devez licencier cette personne sans délai. On ne fait pas de décision formelle qui autorise le licenciement de la personne. Est-ce qu'on peut décider, nous les associés, qu'on n'a pas besoin d'autorisation? C'est bon. Les statuts indiquaient qu'il fallait une autorisation pour licencier la personne. Nous, c'est bon, on se dispense d'autorisation. On est tous d'accord là-dessus, il faut se débarrasser de cette personne qui a un danger pour la société le plus vite possible. Donc on va décider ça. Le licenciement est décidé par le dirigeant agissant seul. Par la suite, la personne qui a été licenciée va contester son licenciement en disant « le licenciement a été fait sans respecter la lettre des statuts ». On a envie de dire « mais attendez, non, on n'est pas d'accord avec ça parce que nous, les associés, on a fait les statuts, on pouvait très bien décider de ne pas respecter nos propres statuts. » Eh bien, la jurisprudence a considéré, en matière de licenciement, en matière d'action en justice, que les tiers pouvaient reprocher à la société de ne pas avoir respecté ses statuts. J'ai appelé ça dans un article l'argument ad societatem. Bon, c'était pour donner un nom latin et donc savant. Voilà, ne m'en veuillez pas, j'aime bien
faire des tentatives pour marquer la doctrine, tentatives vaines bien évidemment, mais l'idée c'est, voilà, vous savez, l'argument ad hominem, c'est l'argument qu'on va tirer de la personnalité de son adversaire, on va le viser en tant qu'homme, ou en tant que femme, et bien on pourrait imaginer qu'on tire un argument des statuts d'une société. Et la jurisprudence, jusqu'à présent, s'est montrée assez favorable à la réception de cet argument. C'est vrai que si on y réfléchit, on peut dire qu'une société qui agit en justice ou qui licencie sans respecter ses propres statuts, qu'elle devrait connaître et donc respecter plus que toute autre personne, eh bien on peut se dire que c'est un acte qu'on est particulièrement fondé, quand on est un tiers, à lui reprocher. Mais en même temps, c'est quand même, je trouve, assez dangereux. C'est pousser la logique des statuts jusqu'au bout, mais finalement, on pourrait aussi se dire, si la société a choisi de ne pas respecter ses statuts, libre à elle de le faire, mais non, ce n'est pas la position de la jurisprudence. En matière de licenciement ou en matière d'action en justice, on va admettre que les tiers puissent valablement reprocher à la société de ne pas avoir respecté ses propres statuts. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Un point particulier quand même, vous avez un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, qui est un arrêt qui n'a pas été publié au bulletin, qui permet à la Cour de cassation, qui voit la Cour de cassation plutôt, permettre aux sociétés de mettre dans leur statut une clause qui va dire « les statuts sont inopposables aux tiers, mais ils ne peuvent pas être invoqués par les tiers, s'agissant des limitations de pouvoir ». Donc une société avait dans ses statuts une clause qui disait que pour agir en justice, il fallait une autorisation des associés. Mais il était écrit que cette limitation des pouvoirs du dirigeant était à la fois inopposable aux tiers, mais qu'elle ne leur était pas accessible. Ils ne pouvaient pas invoquer cette limitation. Et la Cour de cassation, dans cet arrêt du 13 novembre 2013, va donner effet à cette clause. Oui ? Comment on rend cela compatible avec le principe selon lequel le contrat n'engage que le parti ? Comment est-ce qu'on rend cela compatible avec le fait que le contrat n'engage normalement, en droit français, que les parties ? On peut l'expliquer. Alors, on a expliqué cette solution, votre question, c'est sur la solution de départ, le fait que les tiers peuvent se prévaloir ? Le fait que les tiers ne peuvent pas se prévaloir, si je fais un contrat, à la rigueur, cette solution-là, elle est normale. Je fais un contrat, je décide qu'il me donne des droits, et je décide qu'il ne nuira pas aux tiers, mais il ne profitera pas non plus aux tiers. Voilà. Dans le contrat de société, dans les statuts, les limitations de pouvoir qui sont prévues, elles ne nuisent pas aux tiers, mais les tiers ne peuvent pas les invoquer. On peut décider ça. Ce qui est peut-être plus curieux, c'est le fait d'avoir permis aux tiers d'aller commencer à reprocher à la société. Si les associés qui ont prévu qu'il fallait leur autorisation décident que finalement ils n'en ont pas besoin, on pourrait se dire, il appartient aux associés, ils avaient un contrat, libre à eux de ne pas le respecter ou de laisser le dirigeant agir. Eux pourraient se plaindre du fait qu'ils n'ont pas donné leur autorisation, mais s'ils laissent faire, après tout, ça devrait être l'affaire des associés, de la société, du dirigeant, mais pas l'affaire du salarié ou du tiers. Non, la jurisprudence est venue dire, quand vous avez créé des limitations au pouvoir des dirigeants, les tiers peuvent s'en prévaloir. Oui ? C'est un peu dans le même ordre, parce que je pense que l'étonnement, c'était par rapport à l'éclairatif du contrat. Ça, c'est considéré, c'est que c'est un peu une entrave à l'éclairatif du contrat, mais on sait que ça fait longtemps que l'éclairatif du contrat, ça veut plusieurs grandes choses. Et c'est justement pour ça que j'ai du mal à comprendre la notion de 2013, 13 novembre 2013. Alors, elle n'a pas été publiée, vous avez dit, mais c'est un peu à rebours. C'est-à-dire, on a vu que la jurisprudence en droit civil et le droit des sociétés de contrat, c'est aussi un
Est-ce que dans un contrat de droit commun, on pourrait mettre une clause qui interdit aux tiers de se prévaloir du contrat? Pas sûr. C'est vrai que l'arrêt de 2013, on se disait après tout, alors c'est vrai qu'après tout, on ne prive les tiers que d'avoir accès à des choses qu'on aurait pu aussi bien ne pas créer. Mais on est quand même un peu gêné de voir les parties dire non, ça c'est interdit aux tiers, ça c'est qu'à nous. Alors elles ont dit dans le même temps non, ça ne nuit pas aux tiers. Mais bon, voilà, c'est solution un peu curieuse. En tous les cas, la solution de 2013, c'est étonnant qu'elle ne soit pas publiée au bulletin parce qu'elle est quand même pratique et rassurante. Parce que ça peut, à mon avis, et je le dis y compris pour les avocats qui nous écoutent, ça peut être intéressant pour un avocat. Vous êtes avocat en droit du travail, par exemple. On vous demande d'apprécier la validité du licenciement d'un salarié. Je ne sais pas si l'avocat spécialiste de droit du travail va remonter jusqu'au statut, jusqu'au pacte d'actionnaire éventuellement, pour regarder si on a bien respecté les limitations de pouvoir qui étaient dedans. Voilà. Et ils ont intérêt à le faire parce qu'ils vont peut-être trouver précisément qu'il fallait une autorisation des associés qu'on n'a pas demandé et que du coup le salarié licencié pourrait invoquer. Oui ? Est-ce qu'on peut dire que la Cour de cassation fait prévaloir la force des statuts par rapport à la liberté d'entreprendre de la société ? Oui, on peut dire aussi qu'elle fait preuve de cohérence, c'est-à-dire que si la société met dans ses statuts des limitations, elle demande à la société de respecter ces limitations. Bien, ça c'était sur les pouvoirs des dirigeants. On aura l'occasion de revenir sur d'autres questions relatives au pouvoir, sur la limitation qui tient, ou ça on va peut-être en parler tout de suite, la limitation qui tient à l'objet social. On l'avait déjà évoqué quand on avait évoqué la distinction société, et je termine là-dessus sur les pouvoirs, la distinction entre société à responsabilité limitée et société à responsabilité illimitée. On avait dit que dans ces sociétés, alors c'est une limitation qui tient à la loi mais aussi au statut, il y a la limitation qui est celle de l'objet social. Vous vous rappelez de cette notion d'objet social? Toute société a pour activité, a une activité qui est nécessairement déterminée avec un certain degré de précision. Ça peut être l'activité de transport, ça peut être l'activité de vente d'immeubles, ça peut être de nombreuses activités, l'activité d'établissement de crédit, ça peut être... voilà. Ces activités-là, dans l'objet de la société, ça constitue aussi une limitation au pouvoir des dirigeants et, en principe, le dirigeant, lorsqu'il agit, doit vérifier qu'il est bien dans la limite de l'objet social, statutaire de la société. Mais on avait déjà évoqué le fait qu'il y a certaines sociétés dans lesquelles c'est le droit européen qui a demandé cela et ça a été transposé en droit français, le dirigeant engage la société à l'égard des tiers également par les actes qui sortent de l'objet social. Ça, c'est dans les SARL et dans les différentes sociétés par action, SA, SAS, commandite par action, société européenne, dans ces 4 formes de sociétés par action et dans les SARL, le principe, c'est que la société est valablement engagée même par les actes qui sont en dehors de l'objet social, sauf si on peut montrer que le tiers avait, lorsqu'il a conclu l'acte avec la société, connaissance du dépassement. Et avec cette formule récurrente qui est que la publication des statuts ne suffit pas à établir cette connaissance. Ça, c'est dans les SARL et dans les sociétés par action. Dans les autres sociétés, c'est-à-dire SNC, société civile essentiellement, dans ces autres sociétés, la règle, c'est que si le gérant fait des actes qui sortent de l'objet social, il n'engage pas la société.
grande distinction de notre droit des sociétés. On peut l'expliquer simplement par le fait que la première règle qu'on a évoquée, à savoir la société est engagée par les actes même hors objet social, elle vaut dans des sociétés où la responsabilité est limitée aux apports, donc les associés courent un risque moindre que dans les autres sociétés. Et l'avantage de permettre ça, c'est que si vous êtes un tiers, vous n'avez pas à vérifier à chaque fois que vous contractez avec la société quel est son objet social pour regarder si l'acte que vous allez faire avec la société rentre bien dans l'objet social en question. Par contre, quand vous contractez, et ça c'est un réflexe que quand vous serez praticien, vous devrez avoir, quand vous contractez avec une société qui est société civile ou société en non collectif, il faut avoir le réflexe de regarder l'objet de la société. Tout va bien ? Ça, c'était sur les pouvoirs des dirigeants. Section suivante, qui est la section 3, on va parler de la rémunération des dirigeants. Vous le voyez, c'est le chapitre où on a parlé de sexe, d'abord, on parle d'argent maintenant. Donc, c'est un sujet qui plaît toujours. Alors, la presse s'intéresse beaucoup à ces questions de rémunération des dirigeants parce que c'est des montants qui sont importants. Ça permet, voilà, vous prenez au moment des assemblées des grandes sociétés, vous avez de l'information sur la rémunération que perçoivent les dirigeants des grandes sociétés et ça va permettre de faire régulièrement les gros titres avec un tel aperçu X millions ou alors des fois on arrive avec des informations qui sont un peu, un peu arrangées. Une société va accorder un complément de retraite à son dirigeant. Ce complément de retraite, il va conduire la société à verser aux dirigeants, je ne sais pas, 1 million d'euros par an, par exemple. Mais la société va avoir dans ses comptes une somme qui est une somme provisionnée. Elle a prévu que le dirigeant, en comptabilité, elle a passé une provision, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a inscrit ce qui est la dépense probable qu'elle devra faire. Et la dépense probable qu'elle devra faire, elle a déjà mis un montant qui correspond au versement du complément de retraite, de la pension, mais versement brut. Et du coup, ça peut donner des sommes, si le dirigeant a encore 20 ans d'espérance de vie, ça peut donner des sommes qui sont de 30 ou 40 millions d'euros en brut provisionné, et ça permet de dire « Oh là 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 là, regardez, il va coûter 40 millions d'euros à la société alors qu'il n'y travaille même plus. » Donc voilà, les rémunérations des dirigeants, ça permet de faire, pour la presse, ça permet de faire les gros titres avec ce genre d'informations. Et puis, alors qu'on ne se pose pas beaucoup de questions sur la rémunération des footballeurs ou sur la rémunération des intermédiaires qui sont rémunérés en cas de transfert des footballeurs, ça n'apparaît pas poser de difficultés particulières. Les dirigeants, qui jouent généralement beaucoup moins bien au football, eux, on va mettre la question sur la table. Alors, on peut aussi comprendre la raison, c'est qu'il peut arriver que la société rémunère beaucoup le dirigeant et que dans le même temps, la société non seulement ne rémunère pas beaucoup les salariés ou beaucoup moins, mais licencie massivement des salariés. Et dans ce cas-là, vous comprenez bien que vous avez pour la société la concomitance de l'annonce d'une très haute rémunération et de licenciements massifs, ça n'est pas un très bon message à faire passer dans la presse ou une très bonne chose pour l'image de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur la rémunération ? On va évoquer, paragraphe 1er, le principe et les formes de la rémunération. Paragraphe 2, on va voir le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail. Voilà, oui, la presse a beaucoup parlé, vous l'indiquez, la rémunération de Carlos Ghosn, on en a beaucoup parlé, notamment parce que c'est une personne qui exerce des fonctions dans 2 sociétés en même temps et que la rémunération était importante parce qu'elle était versée par les 2 sociétés. Donc, il y avait ce côté étonnant, comment est-ce qu'on peut diriger 2 sociétés aussi importantes en même temps ?
je ne rentre pas plus loin dans ce débat. Paragraphe 3, on parlera du montant lui-même de la rémunération. Ici, on n'est que dans des propos sur le droit commun des sociétés. Donc, on va évoquer certaines règles spéciales, mais on ne va pas aller jusqu'à les étudier en détail. Cela, on le verra au second semestre. Paragraphe 1er, le principe et les formes de la rémunération. Grand A, le principe. Est-ce qu'un dirigeant est nécessairement rémunéré? Je ne dis pas rémunéré comme l'exemple que nous venons de prendre, mais est-ce qu'un dirigeant a nécessairement droit à une rémunération? La réponse c'est il faut voir ce que prévoient les statuts. Si les statuts disent qu'il a droit à une rémunération, la réponse est donc oui. Mais si les statuts n'ont rien dit, est-ce que le dirigeant a automatiquement droit à une rémunération? La réponse est non. La loi ne dit pas que le dirigeant est nécessairement rémunéré. Si on remonte au droit commun, ce qui ressemble le plus dans les contrats au mandat social, c'est quoi? Est-ce que c'est une bonne piste? Imaginons que je vienne vous voir, je suis dirigeant d'une société, je travaille très dur pour cette société, je suis épuisé, la société marche très bien, mais moi je suis qu'un petit actionnaire, donc je ne vais pas récupérer beaucoup d'argent, je ne sais même pas s'ils vont accepter, les autres, les majoritaires, de distribuer le bénéfice qu'on va réussir à faire. Les statuts ne disent rien, je n'ai pas droit à une rémunération de par les statuts. Est-ce que je ne peux pas aller chercher en droit commun? Est-ce que je n'ai pas droit au SMIC au moins? Le code du travail, est-ce qu'il ne m'aiderait pas ici? La réponse viendra-t-elle d'Allemagne? Très bien, en tant que dirigeant, même si beaucoup de gens confondent ces qualités, le dirigeant n'est pas salarié. Celui qui est salarié, il a un lien de subordination à l'égard de la société. Celui qui est dirigeant, il dirige la société. Donc normalement, on n'est pas salarié pour être dirigeant. On va en parler dans quelques minutes quand on va parler du cumul, mandat social, contrat de travail. On peut être salarié d'une société pour diriger une autre société. C'est fréquent que l'on ait une personne qui est salariée de la société mère, avec comme fonction salariée de diriger des sociétés filiales, donc des sociétés dont la société mère est actionnaire. Ça, c'est fréquent. Mais vous n'êtes pas dans la même société, le dirigeant, avec un contrat de travail, et quand on regarde votre contrat de travail, vos fonctions, c'est diriger la société. Il manque quelque chose, il manque un lien de subordination, mais qui est votre supérieur qui exerce un pouvoir hiérarchique sur vous, un lien hiérarchique? Eh bien, s'il n'y a personne, il y a un problème, vous ne pouvez pas être salarié. Donc, vous n'êtes pas salarié pour être le dirigeant de la société. Donc, votre rémunération, ça n'est pas un salaire. Et donc, ça n'est pas admissible de dire que parce que vous êtes dirigeant et que vous travaillez dur pour la société, vous auriez au moins droit au salaire minimum légal. Cela ne s'applique pas à vous. Le mandat social n'est pas régi par le contrat de travail. Mais alors, quel autre contrat pourrait éventuellement nous aider ? Je scrute l'amphi, personne ne répond. Je regarde le petit écran, personne ne répond. Gestion d'affaires. Est-ce que la gestion d'affaires, c'est un contrat ? Voilà, je pensais plus simplement. Alors, on dit que la gestion d'affaires, c'est un quasi-contrat de mandat, mais je pensais effectivement au contrat de mandat. Donc, le mandat pourrait nous aider. Voilà, quelqu'un d'autre, mais je crois présente dans l'amphi, nous donne la réponse également. Le contrat de mandat, c'est vrai que
on l'avait évoqué, le mandat social, ça ressemble par certains aspects au mandat, parce qu'on est chargé de faire des actes juridiques pour le compte de la société. Est-ce que c'est une piste intéressante, le contrat de mandat? Qu'est-ce qu'on sait du contrat de mandat? Est-ce que c'est un contrat où, normalement, le mandataire gagne plein d'argent? Historiquement, c'est quoi comme contrat, le mandat? Voilà, historiquement, c'est gratuit, c'est un contrat d'amis pour rendre service à quelqu'un d'autre. Vous avez dans un livre que vous lirez sans doute un jour qui s'appelle Flexible droit de Jean Carbonnier, on évoque, il y a les grands contrats et il y a aussi les petits contrats, et le contrat de mandat, c'est un petit contrat, c'est un contrat d'amis. En réalité, c'est un petit contrat qui est devenu très grand parce qu'on se sert effectivement dans beaucoup de situations, mais beaucoup de situations de la vie des affaires, on se sert du mandat. Est-ce que ça peut aider le dirigeant de dire « je suis mandataire de la société, donc j'ai droit à une rémunération ». En principe, non, puisque le principe, c'est que le mandat est gratuit, sauf s'il en a été stipulé autrement, mais en même temps, la jurisprudence considère que par principe, si on est mandataire professionnel, on a droit à une rémunération. Il y a un arrêt particulièrement de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 juin 1998, publié au bulletin, qui nous dit que le mandat est présumé être rémunéré lorsque le mandataire exerce ses fonctions à titre de profession habituelle. Donc, si vous montrez que vous êtes un dirigeant professionnel, alors votre mandat est présumé être un mandat rémunéré. Mais même s'il est présumé être rémunéré, le problème, c'est que, encore faut-il, même si les statuts d'ailleurs indiquent que le dirigeant a droit à une rémunération, il faut encore qu'il y ait une décision de l'organe compétent qui attribue cette rémunération. Est-ce que le juge va accepter, si on n'a pas la décision des associés prévue par les statuts, de dire « eh bien, moi, je considère que ce qu'il a fait, ça vaut tant », en règle générale, non. En règle générale, la jurisprudence n'accepte pas que le juge vienne dire à la place des associés ce qu'est la rémunération, ce que doit être la rémunération du dirigeant, et elle n'accepte pas non plus, quand il est dit qu'il faut une décision des associés, que le dirigeant s'attribue de lui-même une rémunération sans passer par la case décision des associés. Alors, ça peut être compliqué, parce qu'il faut obtenir que le juge ordonne les associés à rendre une décision, et puis, une fois que les associés se réunissent, si on n'a pas prévu dans les statuts un minimum, ils peuvent donner au gérant, au dirigeant, une rémunération qu'il considérera comme ridicule, mais il faut ici respecter ce qui a été prévu par les statuts. Donc, sur le principe, il faut aller regarder quelle est la rémunération, est-ce qu'une rémunération a été prévue, et ensuite, il faut s'interroger sur les formes de la rémunération du dirigeant. Là encore, il faut regarder. Alors, la loi donne quelques indications. Vous avez, pour certaines sociétés, des précisions données par la loi sur la rémunération attendue de certains dirigeants. On vous dit que les administrateurs et les membres du conseil de surveillance de la société anonyme reçoivent une rémunération qui s'appelle jeton de présence. Je prends l'article L225-45. On me dit l'Assemblée générale pour les administrateurs, donc L225-45, l'Assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de jeton de présence, une somme fixe annuelle que cette Assemblée détermine, sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures, etc., etc. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Donc si on était une société anonyme, on aurait réuni notre assemblée et on déciderait que pour le prochain exercice, le montant des jetons de présence sera de 100 000 €, par exemple, que les administrateurs vont se partager d'une manière qui est déterminée par le conseil d'administration. Quand on dit jetons de présence, on comprend que c'est en fonction de la présence au conseil que cette rémunération se partage, mais en réalité, pas seulement. On peut donner à des administrateurs des missions particulières, et ça peut être rémunéré par plus de jetons de présence. Ça pourrait être aussi rémunéré d'autres manières, par des missions exceptionnelles qui seraient données à l'administrateur, mais voilà. Voilà une forme de rémunération prévue par la loi. Pour d'autres dirigeants, la loi peut donner des indications. Je prends le président du conseil d'administration, par exemple. Ça va très vite. L225-47 du Code de commerce, on nous dit « Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est à peine de nullité de la nomination une personne physique ». Et il y a une très courte phrase, le conseil, le conseil, détermine sa rémunération. Voilà en quelques mots des millions d'euros qui peuvent passer assez vite. Et vous avez, et il faut en parler ici, vous avez un débat qui évolue ces dernières années sur comment se passe précisément l'attribution des rémunérations des dirigeants des grandes sociétés. On va en toucher quelques mots. Vous avez la règle légale qu'on est en train de regarder ici, article L225-47. Si on était une société anonyme, vous, l'Assemblée, vous décidez combien le conseil d'administration perçoit de jetons de présence, mais vous ne déterminez pas combien le président directeur général, moi en l'occurrence, je vais percevoir. Pourquoi vous ne le déterminez pas? Parce que c'est le conseil d'administration que vous avez nommé qui va déterminer cela. Je vois au passage que parmi nos spectateurs d'aujourd'hui, on a le président d'une grande société, donc ça tombe bien qu'on soit en train de parler de ça à l'instant. Et donc, l'idée, c'est que dans la société anonyme, le conseil d'administration, détermine la rémunération du dirigeant, sans que l'Assemblée, si je lis le seul L225-47, puisse avoir son mot à dire sur la rémunération. Est-ce que c'est normal? On peut considérer que les actionnaires doivent se prononcer sur la rémunération du dirigeant. Ces dispositions, dans la société anonyme, je réponds à une question, sont impératives, effectivement. C'est l'organisation légale de la société anonyme. On ne peut pas décider que, finalement, c'est un autre organe qui va se prononcer sur la rémunération du dirigeant. Mais vous avez un mouvement, progressivement, qui renforce le pouvoir des actionnaires sur la rémunération du dirigeant, sur l'attribution de la rémunération du dirigeant. Historiquement, jusqu'en 2001, vous n'aviez pas même la possibilité, dans la société anonyme, de savoir combien le président directeur général était payé. Ça peut sembler étonnant, mais vous n'aviez pas la possibilité de le savoir parce que la décision, elle était prise par le conseil d'administration. Si vous n'étiez pas administrateur, vous n'aviez pas accès au conseil, vous n'aviez pas accès au PV, aux procès-verbaux des décisions du conseil. Alors on se dit, mais alors on peut regarder dans les comptes de la société, on va trouver marqué que le dirigeant a perçu tant. Mais non, parce que en comptabilité,
quand vous regardiez, il n'y a pas d'obligation d'identifier. Vous aviez, c'est dans les dettes fournisseurs, il y a une prestation qui est fournie à la société par le dirigeant, mais sa rémunération se confondait avec les dettes des autres, entre guillemets, fournisseurs. En 2001, il y a une loi qui intervient qui veut changer ça. C'est la loi NRE, Nouvelle Régulation Économique, du 15 mai 2001, et qui va dire quoi? Qui va dire qu'il faut communiquer à l'Assemblée le montant de toute rémunération des dirigeants. Donc on ne dit pas que l'Assemblée décide, on dit que les actionnaires doivent être informés. Tout le monde était très content, les dirigeants étaient ravis que leur rémunération soit connue de tous. Enfin, on allait savoir combien je gagne et combien je mérite de gagner. Voilà. Plus sérieusement, ça a provoqué une réaction négative qui était de dire mais pourquoi est-ce qu'on va donner cette information? Après, on va sans arrêt, les dirigeants estimer qu'on allait sans arrêt leur reprocher cette rémunération. Et en 2003, il y a une loi du 1er août 2003, loi de sécurité financière, qui est venue pas vraiment augmenter la sécurité financière en disant que cette information, elle n'avait à être donnée que dans les sociétés cotées en bourse ou dans les filiales de sociétés cotées en bourse. Donc en 2001, grande mesure d'ouverture, en 2003, mesure de fermeture, parce que vous passiez de toutes les sociétés anonymes à seulement les sociétés cotées ou filiales de sociétés cotées. Et puis, alors, entre-temps, beaucoup de sociétés anonymes étaient passées, s'étaient transformées en SAS pour éviter d'être soumises à ce dispositif. Et puis, le débat a continué. On a parlé beaucoup des parachutes dorés. On en parlera quand on évoquera la révocation. Les parachutes dorés, c'est, on appelle comme ça la clause qui prévoit que le dirigeant qui cesse ses fonctions a droit à une somme à titre d'indemnité. Vous êtes éjecté, mais vous avez un parachute. Et ce parachute, c'est une somme qui compense votre préjudice du fait de perdre vos fonctions. Et si votre parachute porte sur des sommes importantes, on peut l'appeler parachute doré. Bien. Je crois qu'il y a même une chanson d'Alain Souchon qui parle du parachute doré. Donc, à un moment, tout le monde en a parlé parce que ça peut sembler très choquant que le dirigeant qui cesse ses fonctions, peut-être parce qu'il n'était pas un bon dirigeant, perçoive des sommes importantes de la part de la société. Et donc, on a beaucoup parlé des parachutes dorés, on a beaucoup parlé des rémunérations. Le dernier élément qui a été introduit sur les questions de rémunération, c'est ce que l'on appelle le mécanisme du say on pay. Say on pay, ça veut dire, en anglais, dire sur le paiement ou dire sur la paye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la loi ne l'a pas imposé, une bonne gouvernance, un bon gouvernement d'entreprise, une bonne organisation de la gestion de la société, veut que les actionnaires aient leur mot à dire sur la rémunération des dirigeants. Say on pay, une bonne gouvernance, une bonne gestion de la société veut que les dirigeants aient leur mot, veut que les actionnaires, aient leur mot à dire sur la rémunération des dirigeants. On attend que d'avoir le texte définitif de la loi Sapin 2 parce qu'elle renforce cette institution du say on pay. On devra voir ça dans les jours qui viennent et on pourra à ce moment-là avoir, je vous préciserai ces choses-là, mais l'idée c'est que c'était déjà dans le code AFEP-MEDEF, code de gouvernement d'entreprise qui s'applique
aux grandes sociétés cotées, aux sociétés qui ont choisi de se soumettre à ce code. L'idée est que, même si la loi vous dit que c'est le pouvoir du conseil d'administration de déterminer la rémunération du dirigeant, c'est une bonne chose que de soumettre cette rémunération à l'Assemblée. Si l'Assemblée vote négativement, on lui dit le dirigeant se voit attribuer une rémunération de 3 millions d'euros par an. Qu'en pensez-vous? On soumet à l'Assemblée un vote par lequel elle va décider si elle approuve ou non cette rémunération. Ce n'est pas, en l'état actuel, prévu par la loi, mais ça va l'être avec Sapin 2. L'idée, c'est une mesure de bonne gouvernance. La société il y aura comment dire ça, une meilleure ambiance, mais en tous les cas, il est mieux pour la société et pour le pouvoir du dirigeant dans la société que sa rémunération ait été non seulement connue, mais approuvée par les actionnaires, plutôt que sa rémunération, qu'elle n'ait été décidée que par le conseil d'administration. La question, c'est, est-ce que, derrière, qu'est-ce qui se passe si l'Assemblée dit non? Comme c'est la loi qui dit que le conseil détermine la rémunération, si on applique strictement la loi, l'Assemblée peut dire « mais c'est un scandale, vous percevez autant d'argent alors que la société va très mal, c'est inadmissible ». Moi je suis votre président, je dis « attendez, les actionnaires, ça va, vous vous calmez tout de suite, hein. Il y a une décision du Conseil et c'est des administrateurs que vous avez nommés, hein, des gens largement, pour citer une formule sans révéler son auteur, largement aussi respectables que vous, largement aussi compétents que vous. » Voilà, vous pourrez essayer de retrouver qui est l'auteur de cette délicieuse formule. Eh bien, c'est eux qui m'ont attribué cette rémunération. Comment? Quoi? C'est vos représentants? Ben oui, justement, c'est vos représentants. Ils ont décidé que je valais 6 millions ou 10 millions d'euros par an. Et c'est le Conseil qui décide ça. Voilà, donc révoquez-les, révoquez-moi, si vous voulez, mais en attendant, j'ai droit à cette rémunération. Bien, voilà. Ça va les actionnaires? Vous êtes contents? Bon, pour éviter qu'il y ait une trop grande fracture, un trop grand clivage entre le dirigeant et les actionnaires, l'Assemblée peut se prononcer. Si vous votez non, les mesures actuelles de gouvernance, elles reviennent à dire que le Conseil va devoir examiner la question. En pratique, la plupart du temps, le dirigeant va être conduit à revoir sa rémunération à la baisse. Le problème qu'il y avait eu avec l'affaire entre guillemets Ghosn, c'était qu'il y avait eu tout de suite le conseil d'administration avait, très peu de temps après le vote négatif de l'Assemblée, avait validé la rémunération à l'identique en disant non, ils n'avaient pas dit peu importe ce qu'a dit l'Assemblée, mais ils avaient maintenu la rémunération. Donc, même si la loi ne reconnaît pas, en l'état actuel des textes, un pouvoir à l'Assemblée de décider la rémunération, on comprend qu'il est une bonne chose que les actionnaires aient eu non seulement l'information, mais qu'ils aient également pu se prononcer sur cette rémunération. Dans les sociétés plus petites, SARL et souvent SAS, ce sont les actionnaires qui votent directement la rémunération. Dans la SARL, qui est une forme de société qui est très répandue, la loi ne dit rien sur la rémunération du dirigeant, du gérant de SARL. On ne nous dit pas qui attribue cette rémunération, mais c'est la jurisprudence qui est venue vous dire que c'était soit les statuts qui la prévoyaient, soit une décision de l'Assemblée des associés. Alors, vous avez toute une activité qui n'est pas une activité qui est en partie juridique, mais qui est une activité qui sort de nos métiers sur comment déterminer la bonne rémunération. Il y a des économistes qui s'intéressent beaucoup à ces sujets parce que il y a des économistes, il y a des hommes politiques également. Je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait proposé dans un ouvrage dont le titre m'échappe, oui, c'est titre amical et accueillant, qu'ils s'en aillent tous, point d'exclamation.
et donc qui avait proposé de plafonner à 3 SMIC la rémunération des dirigeants. Donc vous êtes dirigeant de Renault, vous percevez 3 SMIC, et encore, c'est un maximum, donc peut-être que c'est que 2 SMIC. Voilà, c'est une proposition qui avait été faite. Voilà. L'un d'entre vous, voilà, c'est pas l'un d'entre vous, pardon, c'est le dirigeant de la grande société que j'évoquais, qui commente, et je lis son commentaire parce qu'il est très intéressant, qui dit « Le plus fort avec l'affaire Ghosn, c'est que ça a entraîné un nouveau texte de loi, mais rien de négatif pour l'intéressé, au contraire, puisque ce qui est dans la loi Sapin 2 actuellement, on a parlé d'amendement Ghosn, parce que précisément c'était en réaction à cette affaire de rémunération trop élevée avec une réponse immédiate du conseil d'administration qui vient dire que finalement, peu importe ce qu'a dit l'Assemblée, on maintient la rémunération. Alors encore une fois, il ne dit pas peu importe, mais dans les faits, c'est vécu comme ça. Et voilà comment on va avoir des contraintes nouvelles sur la rémunération des dirigeants des grandes sociétés. Bon. Dès qu'on a la loi Sapin 2 en version définitive, on donnera le texte précis. Voilà. Mais comme on a eu un vote par l'Assemblée, voilà, j'attends d'avoir le texte définitif sous les yeux. Est-ce qu'il y aura un recours devant le Conseil constitutionnel? On verra. J'attends d'avoir le texte définitif sous les yeux pour pouvoir le commenter pour vous. Métier, donc je disais, qui consiste à déterminer la rémunération. Alors c'est un métier d'économiste. Le dirigeant, on peut dire que c'est 3 SMIC, mais ça c'est une position politique. Est-ce que nos grandes sociétés vont être très bien gérées si en France on plafonne la rémunération du dirigeant à 3 SMIC? Je ne suis pas sûr, parce que les meilleurs dirigeants vont peut-être aller voir si les sociétés d'autres pays ne proposent pas des rémunérations plus intéressantes. Donc il y a un vrai marché des dirigeants avec une activité de chasseur de tête important sur les grands dirigeants. Activité donc des économistes qui font des courbes qui montrent que le dirigeant, pour qu'il dirige le mieux possible la société, il faut qu'il soit rémunéré à un certain niveau, mais au-dessus, peut-être qu'il devient indifférent, ou peut-être que sa gestion n'est plus dynamique parce qu'il a plutôt intérêt à ce que rien ne bouge, puisqu'il s'enrichit énormément tous les mois. Bon, voilà, vous avez les économistes qui s'intéressent à ça, vous avez des cabinets qui s'intéressent aux rémunérations, qui font des études de marché pour pouvoir dire aux sociétés, voilà, dans votre secteur d'activité, la rémunération moyenne du dirigeant, elle est de temps. Les sociétés les 10 sociétés du secteur qui rémunèrent le dirigeant de la manière la plus basse, ils lui versent tant par mois. Ceux qui rémunèrent le dirigeant de la manière la plus élevée, ils versent tant par mois. Où est-ce que vous voulez vous mettre dans les sociétés qui ont peu d'argent, pas intéressantes, qui n'ont pas de succès, ou au contraire dans les sociétés qui rémunèrent leurs dirigeants de manière convenable? Bon, généralement, ce genre d'études conduit plutôt à voir la rémunération augmenter parce que voilà, tout le monde veut que son dirigeant ne soit pas dans la partie la plus basse. Donc voilà, ça entraîne un effet d'augmentation des rémunérations. Maintenant, on a observé aussi que pendant longtemps, les dirigeants français ont été moins rémunérés que leurs homologues étrangers, et donc il y a eu un phénomène de rattrapage, mais qui est intervenu à peu près au moment de la crise financière, donc ça n'a pas été forcément très heureux. En tous les cas, voilà, déterminer la rémunération des dirigeants, activité complexe avec un certain nombre de, comment dire cela, de subtilités ou de technicité juridique, parce que vous pouvez prévoir des rémunérations qui sont prévues de manière fixe, des rémunérations qui sont variables en fonction de ce que le dirigeant a atteint ou non certains objectifs. Vous avez des choses qui portent des noms souvent anglais, parce qu'en français ça ferait un peu bizarre. Vous avez par exemple, alors vous avez le parachute doré, mais vous avez aussi le Golden Hello. C'est quoi le Golden Hello? Ça veut dire le bonjour doré. Ça fait bizarre en français, le bonjour doré. Est-ce que vous m'avez fait mon bonjour doré? C'est Voilà, c'est une prime d'entrée. Mais prime d'entrée, on n'est pas très à l'aise. L'idée, c'est que vous me prenez comme dirigeant de votre société. Pour accepter d'être nommé, vous allez me verser 1 million d'euros. Est-ce que c'est normal?
peut répondre oui ou non sans avoir l'air d'un imbécile. On peut se dire, ben non, c'est absurde, on ne verse pas à quelqu'un une rémunération alors qu'il n'a encore rien fait. Et puis, on peut aussi considérer que cette prime de bienvenue, voilà, prime de bienvenue, comme l'évoque, pas plus correct, prime d'entrée, ça fait un peu, voilà, ticket d'entrée, moi pour que je vienne. On peut considérer que cette prime de bienvenue, elle est, après tout, normale, parce que, imaginons un dirigeant qui est en fonction dans une société depuis longtemps, il a une certaine sécurité de l'emploi, entre guillemets, même si ça n'est pas un contrat de travail, et il va renoncer à cette sécurité pour venir dans notre société. Il avait peut-être des droits qui étaient là-bas liés à son ancienneté qu'il va perdre. Eh bien, on va lui verser une somme qui l'indemnise de cette perte de droits. Donc, ce n'est pas si absurde que ça d'imaginer cette prime de bienvenue. Bon, voilà, il n'y a pas de règle qui serait que c'est toujours nul ou toujours valable. Il faut voir effectivement si c'est justifié. On aura intérêt à réfléchir avant d'accorder une telle prime. On a intérêt à identifier ce que ça indemnise, ce qu'est la contrepartie de cette prime. Paragraphe 2, on va voir le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail. C'est une question qui se pose pour toutes les sociétés. Même les très grandes sociétés, vous vous rendez compte que assez souvent, le dirigeant est titulaire d'un contrat de travail. Comment est-ce que c'est possible? On a dit qu'on n'était pas salarié pour être dirigeant. Quand vous me faites signer un contrat de travail, ce n'est pas pour diriger la société qui va être mon employeur. Encore une fois, ça ne marcherait pas parce que si on fait ça, il manque le lien de subordination, il manque aussi l'emploi effectif. Le dirigeant, il a un mandat social. Le contrat de travail, c'est une autre relation juridique. Si vous me faites deux contrats différents, deux relations juridiques différentes pour la même activité, on a un problème. Donc, si je veux être en même temps dirigeant et salarié, ça veut dire que j'ai mon mandat social, mais si je veux un contrat de travail, il faut que ce soit pour exercer une autre activité. La loi parle d'emploi effectif. En tous les cas, il faut identifier une autre activité que je vais exercer dans une relation de subordination avec quelqu'un d'autre. C'est fréquent dans les sociétés françaises que vous ayez une personne qui soit président, directeur général, gérant, et que dans le même temps, cette personne ait un contrat de travail, mais pour faire quoi? Généralement, pas pour être caissier du supermarché ou d'un des nombreux supermarchés de la société. Voilà, on peut imaginer la scène, voilà, il y a tous les caissiers, et puis il y a Monsieur le Président. Voilà, alors, pardon, la caisse est fermée parce qu'il faut que je regarde les contrats de travail des autres caissiers, notamment de mon supérieur qui m'ennuie depuis ce matin. Oh, pardon, Monsieur le Président, on ne va plus vous embêter. Non, généralement, voilà, c'est pour être cadre, comme vous le relevez, et c'est pour être cadre, on voit souvent une personne qui est président et en même temps qui est, par exemple, directeur commercial. Quand vous avez ce genre de fonction, est-ce que vous avez vraiment un emploi effectif? Quand vous êtes directeur des opérations sur un secteur d'activité de la société. Si vous êtes directeur commercial, par exemple, vous allez négocier avec les fournisseurs, avec les publicitaires, vous allez décider de la manière dont la société lance ses opérations de promotion commerciale. Si vous êtes directeur des achats, vous allez négocier avec les fournisseurs. Où est le danger quand même? C'est qu'on n'est pas si sûr que ça, que les fonctions que je viens de décrire, elles sont vraiment distinctes des fonctions de dirigeant. Il faudrait dire qu'il y a le dirigeant qui est vraiment tout en haut de la société, qui prend les décisions stratégiques, et puis en dessous, il y a le directeur commercial ou le directeur des achats qui négocie avec les clients, qui négocie avec les fournisseurs,
mais qui ne prend pas les décisions stratégiques. Là où on est gêné, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles les petites sociétés, une SARL qui a 4 salariés, qui est une SARL qui fait du commerce de détail. Elle a 4 salariés, elle a un livreur, elle a un caissier, elle a un chef de magasin. Il y a le gérant de la société qui voudrait bien être le 4e salarié. Est-ce que c'est plausible qu'il déclare être le directeur commercial de la société? Plus la société est petite, plus ça va être compliqué de dire qu'on exerce des fonctions de cadre supérieur distinctes des fonctions de dirigeant. Dans une société de petite taille, les fonctions du dirigeant, elles vont avoir tendance à englober les fonctions de directeur commercial, directeur des achats, DRH, etc., etc. Si vous pouvez montrer que le dirigeant a une compétence particulière et qu'il exerce cette compétence dans un lien de subordination avec un autre salarié qui encadre ses fonctions, là, à la rigueur, d'accord pour dire qu'il est en même temps salarié, enfin en même temps dirigeant, et en même temps salarié. Et dans ce cas-là, ça va, on peut cumuler les deux qualités. Alors, si on veut cumuler les deux qualités, on a deux conditions générales qui vont s'appliquer tout le temps. La première condition, c'est qu'il faut exercer un emploi effectif. Et on veut dire par là un emploi effectif distinct des fonctions sociales. Une première condition pour avoir en même temps la qualité de dirigeant et la qualité de salarié, exercer un emploi effectif distinct des fonctions sociales. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait on n'est pas salarié pour exercer des fonctions de dirigeant de la société employeur. Première condition. Si on n'a pas ça, le contrat de travail, il n'est pas valable, il est nul, parce qu'il n'a pas, si on va en droit des contrats, on sait que l'objet et la cause ont été remplacés par le contenu, mais votre contrat, l'objet de votre obligation, il n'y a pas de contenu. Ça se confond avec le mandat social. On pourrait dire aussi que la rémunération que vous verserez à la société, elle n'aurait pas de cause parce que ça correspondrait à une prestation que vous lui fournissez. Elle vous verserait un salaire alors que votre activité, c'est de diriger la société. Il n'y aurait pas de cause à l'obligation de verser un salaire de la société, parce qu'elle vous verserait un salaire pour une activité que vous lui fournissez déjà par ailleurs dans le cadre de votre mandat social. Première condition, donc, emploi effectif distinct des fonctions sociales. Deuxième condition, lien de subordination. Deuxième condition, lien de subordination. Si vous voulez être salarié, il faut exercer dans un lien de subordination, ou avec plutôt un lien de subordination. Ça veut dire que dans l'exercice de vos fonctions salariées, il faut pouvoir identifier une personne qui exerce le pouvoir hiérarchique de l'employeur sur vous, salariés. C'est la personne auprès de laquelle vous prenez des instructions. C'est la personne qui vous dit comment vous exercez votre activité, faute de quoi vous n'avez pas de contrat de travail. Si vous n'exercez pas du tout une activité subordonnée, c'est peut-être parce que manque l'emploi effectif distinct des fonctions sociales. Peut-être qu'il n'y a pas matière à dire que vous avez un contrat de travail. Il peut arriver que vous ayez des fonctions, vous êtes directeur commercial par exemple, mais vous avez dans l'entreprise un pouvoir de fait qui est un pouvoir trop important pour qu'on puisse prétendre sérieusement que vous êtes dans un lien de subordination. Vous êtes, par exemple, dans une SARL, vous êtes le gérant, mais vous êtes aussi l'associé majoritaire. Dans ce cas-là, la jurisprudence considère que vous ne pouvez pas
avoir un lien de subordination vis-à-vis de la société. Vous ne pouvez pas être dans une position subordonnée si vous cumulez en même temps un mandat de gérant et la qualité d'associé majoritaire de la société. C'est la jurisprudence qui vous le dit, mais c'est une solution bien établie. Après, vous pouvez être gérant, associé minoritaire, voire pas associé du tout, mais en fait, détenir un tel pouvoir dans la société, une telle autorité, que l'on considère que vous ne pouvez pas être, que vous n'êtes pas dans un lien de subordination. Vous n'êtes peut-être pas l'actionnaire majoritaire ou l'associé majoritaire, mais vous êtes le fondateur, tout le monde vous respecte énormément, dès que vous dites un mot, tout le monde vous obéit. Donc, vous avez un contrat de travail, mais personne n'y croit, vous n'êtes pas véritablement le salarié de cette société. Vous avez ensuite parfois d'autres conditions qui sont posées, mais là c'est vraiment du droit spécial. C'est dans la société anonyme que vous avez eu pendant longtemps, enfin, vous avez encore des conditions. Il faut évoquer ce dispositif parce que vous avez un article L225-21-1 qui vous dit que dans la société anonyme, pardon, on commence avec L225-22, parce que c'est la règle historique. Un salarié de la société anonyme ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif, mais en réalité que si son contrat de travail est antérieur. Dans la société anonyme, on demandait historiquement que la personne qui voulait cumuler la qualité de salarié et la qualité d'administrateur, que cette personne ait commencé par être salarié. Je pouvais, dans une société anonyme, être un salarié qui est nommé administrateur, je ne pouvais pas être administrateur, puis un jour décider que la société allait me consentir un contrat de travail. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on interdisait que ça fonctionne dans ce sens-là? Quel était le risque que l'on voulait combattre? Conflit d'intérêts. C'est vrai que celui qui en cumule des qualités, il est en conflit d'intérêts. Je suis salarié d'un côté, je pense à mes intérêts de salarié, je pense que moi, ce que je veux surtout, c'est toucher mon salaire, et puis, voilà, je ne suis pas là pour défendre l'intérêt des actionnaires, je pense à mon intérêt de salarié dans le contrat de travail que j'ai avec la société. Et ça peut sembler un peu dogmatique de dire ça comme ça, mais mes intérêts sont au moins en partie en opposition avec ceux de mon employeur. Et puis, si je suis en même temps dirigeant, je suis l'employeur, ou je participe à l'organisation de l'employeur. Et donc, je n'ai pas le même intérêt. Peut-être que quand je suis salarié et dirigeant, je vais penser plutôt comme salarié que comme dirigeant, et je ne vais peut-être pas gérer la société comme on attend que je la gère. Mais ce n'est pas ça le point. Ça, c'est un risque qui est attaché à tout cumul de la qualité de salarié et de dirigeant. Et c'est pour ça que le code AFEP-MEDEF, code de bon gouvernement d'entreprise, recommande que le dirigeant ne soit pas, en principe, salarié de la société. Parce que ça lui prend du temps alors qu'il a peut-être besoin de tout son temps pour diriger la société, parce que ça entraîne une confusion des genres, parce que ça entraîne un conflit d'intérêts potentiel, oui. Mais pourquoi est-ce qu'on disait on ne veut pas que l'administrateur devienne salarié, mais on veut bien que le salarié devienne administrateur? Une personne qui a les deux casquettes, qui est administrateur et en même temps salarié, c'est possible si elle a commencé salariée et qu'elle a ensuite été nommée au conseil d'administration. Là, on veut bien qu'elle ait les deux casquettes, mais on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un au conseil d'administration qui se fasse consentir un contrat de travail.
Alors, il y aurait une ascension pour le salarié qui monte au conseil d'administration, donc ça, c'est une belle histoire. Voilà, ça c'est bien, il commence, il est à la caisse, là, journée difficile, et puis un jour, mais dites donc, vous maniez l'argent de manière merveilleuse, est-ce que vous ne voudriez pas venir le faire au sein du conseil d'administration? Ah bon, je serai caissier? Non, vous seriez président, directeur général. Bon, d'accord, donc ça c'est une belle histoire, et puis pourquoi c'est pas une belle histoire dans l'autre sens? Je suis administrateur, et un jour je me dis, mais dis donc, est-ce que je ne me verrais pas salarié de la société? Pourquoi c'est pas une belle histoire, ou peut-être pas une belle histoire? C'est pas crédible. Facilité, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui est haut placé, on va pas prendre au sérieux, très au sérieux, ces petites obligations. Il va pas prendre très au sérieux ces petites obligations. Oui, enfin bon. Le risque, c'est pas ça. Le risque, c'est surtout que celui qui est administrateur, on verra qu'il a une caractéristique, c'est qu'on peut le révoquer assez facilement. Le salarié, même si en pratique il n'est pas inamovible, le salarié, eh bien, il a normalement une certaine stabilité que n'a pas du tout l'administrateur, et donc il pourrait être tentant pour un administrateur alors de se rendre plus difficilement révocable. C'est peut-être pas d'ailleurs le fait que ok, vous m'aurez révoqué de mes fonctions d'administrateur, mais je vais rester comme salarié, et si vous voulez me révoquer de mes fonctions de salarié, il faudra me licencier. Mais c'est que si on y réfléchit, celui qui est administrateur en place et qui va se faire consentir un contrat de travail, il se crée une espèce de bloc, parce que si vous voulez le faire partir du conseil d'administration, oui, d'accord, il y a la contrainte de le licencier, mais on va se dire que tant qu'on ne l'a pas fait partir de la société, y compris au titre de son contrat de travail, il va peut-être causer beaucoup de préjudice à la société en restant comme salarié, mais en réalité, il va rester en qualité de salarié, mais peut-être qu'il va continuer à jouer un rôle de dirigeant de fait et de mauvais dirigeant de fait pour la société. Donc on n'a pas forcément envie d'avoir une personne qui, révoquée comme dirigeant, va rester encore des mois et des mois, le temps que la procédure de licenciement aille à son terme, qui va rester dans la société pour causer un préjudice à la société. Donc, ce cumul, il est possible sous condition, mais dans la société anonyme, on vous demande une antériorité du contrat de travail par rapport au mandat social. Et puis, ça, c'est une règle spéciale de la société anonyme, mais règle spéciale sur la règle spéciale, dans les sociétés qui rentrent dans la catégorie des PME, l'article L225-21-1, que j'avais cité par erreur au début, donc c'est une disposition qui vient avant, mais qui doit être lue après, cet article va vous dire que dans les petites sociétés anonymes, par dérogation à la règle, on peut avoir un administrateur qui devient salarié. Pourquoi? Parce que dans cette petite société anonyme, il y a peu d'effectifs disponibles peut-être, et on s'aperçoit un jour que ça serait pas mal que la personne qui est administrateur commence à travailler pour la société. Alors si on n'avait pas cette règle spéciale, il faudrait que la personne démissionne de son mandat d'administrateur, et puis après se promène dans la rue, croise un autre dirigeant de la société, mais tiens, tu travailles plus avec nous maintenant? Non, je cherche du travail, mais comme salarié. Ah, quelle chance, c'est incroyable. Mais tiens, voilà un contrat de travail, et puis quelques jours après, mais pourquoi tu n'es plus au conseil d'administration? Tu pourrais y revenir? Ah ben oui, je peux, bien sûr. Et donc, voilà, pour éviter, voilà. C'est vrai, quelqu'un complète mon propos en disant il y a des mises à pied conservatoires pour éloigner un salarié en attendant de statuer sur son éventuel licenciement. C'est tout à fait vrai. Mais attention, parce que j'adhère tout à fait à ce propos, il faut bien penser quand même à une chose, c'est que quand vous êtes en train de licencier le salarié, comme ce sont deux relations juridiques distinctes, on n'applique pas la même procédure à l'une et à l'autre relation. Vous licenciez le salarié, vous révoquez l'administrateur. Et on verra dans la révocation que l'administrateur, on n'a pas besoin d'un motif particulier pour le révoquer.
L'administrateur, s'il ne plaît plus, si on n'a plus confiance en lui, si les actionnaires de contrôle changent, on peut s'en débarrasser. En revanche, pour licencier un salarié, si c'est pour un licenciement individuel, il faut un juste motif de licenciement. Et donc, mise à pied conservatoire, enfin, vous pouvez faire partir très vite un administrateur. Le salarié, je ne suis pas spécialiste de droit du travail, mais pour une mise à pied conservatoire, il me semble quand même qu'il faut des faits qui soient imputables au salarié et des faits particulièrement graves dont vous n'avez pas besoin pour révoquer l'administrateur. Je me fâche avec un administrateur, je lui dis « c'est fini, vous êtes révoqué », et je lui dis « mais puis je ne veux plus vous voir, donc vous êtes aussi licencié ». Peut-être que je peux faire une mise à pied conservatoire, mais à mon avis, ça ne va pas être si simple que ça. Et au final, je vais peut-être avoir le type que j'ai révoqué comme administrateur qui va rester pendant des années encore comme salarié et qui va faire à la société une vie impossible. Voilà pourquoi ce cumul, il est possible. Ce n'est pas forcément toujours une bonne chose. Dernier point que je vais évoquer avec vous en 2 minutes sur paragraphe 3, le montant de la rémunération. Ce montant de la rémunération du mandataire social, normalement, il ne devrait pas être l'affaire de la loi. On a un principe en droit des contrats de liberté contractuelle. On met dans le contrat ce que les parties ont envie d'y mettre. Donc, si je veux de vous, comme dirigeant, et que je veux vous verser une somme particulièrement importante, si la société est d'accord pour le faire, elle peut le faire. Maintenant, on a des réserves, des nuances à apporter à ce principe de liberté. Bon, déjà, il faut respecter toutes les règles légales, statutaires ou autres qui encadrent l'attribution de la rémunération. Donc, si la loi a dit ou les statuts ont dit que c'est tel organe qui décide, il faut bien respecter la loi, les statuts ou les autres normes qui décident de l'organe compétent. Première chose. Si on rémunère beaucoup le dirigeant, si on le rémunère trop, c'est-à-dire qu'il apporte une activité de dirigeant, mais on le paye d'une manière qui est sans commune mesure avec les autres dirigeants équivalents. Voilà, la société pourrait trouver des dizaines d'autres personnes qui fourniraient la même activité, mais qui seraient payées 10 fois moins cher. Si la société rémunère trop son dirigeant, déjà, il y a une chose, c'est ça peut être une faute civile de percevoir une rémunération excessive, ça peut être une faute pénale, et ça peut être de l'abus de biens sociaux, d'attribuer ou de percevoir une rémunération qui serait particulièrement excessive. Donc, ça n'est normalement pas l'affaire de la loi ou des juges, principe de liberté contractuelle, mais on a une série de réserves à apporter à ce principe de liberté contractuelle. Sans que la loi vienne fixer des plafonds, vous avez dans les codes de bonne conduite la demande que la rémunération soit modérée ou proportionnée à l'activité fournie. Vous avez une question, monsieur ? S'il y a un cumul de qualité, oui. On sait qu'un salaire ne devra être touché par le marché. Si la société va bien ou va mal, le salaire n'est pas touché de ça. Absolument. Et donc, on peut prévoir quoi Quand vous avez un cumul de qualité, la société verse au salarié son salaire quoi qu'il arrive, même si la société va très mal économiquement, sauf si une partie du salaire est variable et dépend des résultats de la société. Mais pour la rémunération du dirigeant, ça peut être exactement pareil. Le dirigeant peut avoir une rémunération intégralement fixe, en partie fixe ou en partie variable, et en partie variable. Différence avec le salaire, il n'y a pas de SMIC du dirigeant. Donc le dirigeant pourra avoir une rémunération qui est intégralement variable et ne rien percevoir si la société va mal. Bien. On a vu pas mal de choses aujourd'hui. Je vous remercie. On continue donc lundi prochain notre cours. Merci à vous.
Merci aussi à vous.